Bonjour. Bien pour commencer, on voudrait remercier Pierre-Michel Menger et Simon Paille pour votre invitation. Alors, dans cette présentation, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est d'essayer de comprendre de quelle manière ce qu'on appelle les data science parviennent progressivement à conquérir des mondes sociaux qui leur sont largement extérieurs. Alors pour commencer, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est de mettre un tout petit peu de côté le terme Big Data. Évidemment, c'est pas très fair-play au départ, mais vous verrez que c'est pas totalement inutile. Pas totalement inutile parce que on a pu le voir, hein, notamment dans ce qu'ont pu vous dire les précédents intervenants. Big Data, c'est un terme qui est quand même relativement problématique pour les sciences sociales, pour l'analyse, notamment parce que, on le voit bien, c'est un terme. Alors, Franck Cauchois et Jean-Sébastien Merle parlaient de terme marketing. Effectivement, c'est un terme, en tout cas, on peut dire un terme vitrine, qui est largement utilisé par les professionnels, et notamment quand ils essayent de vendre des services, par les grandes sociétés, etc. Et en même temps, c'est un terme qui est relativement peu utilisé par les professionnels dès lors qu'on se trouve dans les coulisses. Hein, dans les coulisses, il y a encore évidemment le thème de la taille qui intervient à nouveau, mais bon, c'est un terme qui est quand même moins utilisé. C'est un terme qui est aussi problématique parce qu'il impose justement la question de la rupture. En tout cas, il propose de parler essentiellement de la question de la rupture. Et on voit bien, à travers notamment ce qu'on a pu voir précédemment, que c'est quand même relativement problématique. Il y a des effets de longue durée qui jouent. Et d'une manière aussi importante, ce terme Big Data peut cacher parfois un monde rempli d'acteurs, ou en tout cas un ensemble de mondes, où on a des acteurs différents, des savoirs et des technologies. Et donc, pour cette raison, pour l'ensemble de ces raisons, on va vous proposer plutôt d'utiliser un autre terme, qui est ce qu'on appelle les data science. Hein. Data science compris comme un domaine émergent de savoir, d'individus et de technologies. Alors, ces data science, bon, il se trouve qu'on pense donc qu'il est un peu plus fécond de faire porter l'analyse sociologique sur ces communautés, sur, on peut dire, cet assemblage chaotique, en fait, largement chaotique, de savoir, d'individus et de technologies. C'est un terme qui apparaît véritablement au début des années 2000 autour d'un projet qui est de se faire se rejoindre le monde des statistiques et le monde de l'informatique. C'est un terme qui, en même temps, est devenu, dans les dernières années, une dénomination métier, hein, puisque maintenant, aux États-Unis, en France, notamment, je voyais le cas de l'APEC, hein, depuis l'année dernière, qui utilise le terme, qui reconnaît en tout cas cette référence métier du data scientist. Donc c'est aussi une dénomination métier. L'originalité de cette communauté, de cet ensemble de savoirs d'individus et de technologies, c'est que c'est très centré sur la question industrielle et notamment sur la conception de ce qu'on appelle des produits de données, à partir des données, de data products, qui sont des services ou des produits conçus donc à partir de données traitées ou collectées. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monde des data science est un monde qui prétend, et qui, on va le voir, parvient en grande partie, à pénétrer des mondes sociaux qui sont largement extérieurs au départ, santé, médias, politique, transport, etc., etc. Je le disais, l'intérêt de ce terme des data science, c'est que c'est un terme largement utilisé dans les coulisses, ou en tout cas par les professionnels, et qui propose, là encore, tout un ensemble de définitions. Alors, voilà, on en a choisi deux, là, simplement, de définitions. Je pense que ce qui est important de voir dans ces définitions, c'est que, systématiquement, elles vont articuler une perspective à la fois scientifique et, en même temps, industrielle. C'est vraiment cette idée d'une intelligence actionable, donc vraiment de dire d'un ensemble de savoirs dont on va, à partir desquels on va concevoir des produits vendus, etc. La question qu'on voudrait poser dans cette présentation, à partir d'une enquête empirique, c'est la suivante, c'est finalement qu'est-ce que c'est que cette science des données, comme ensemble de savoirs, de technologies, d'individus, comment on peut la caractériser, et sur quoi repose son extension à des mondes qui lui sont largement extérieurs. Hein, sur quoi ça repose? Donc,
question ambitieuse, hein, donc on va essayer d'apporter des choses pour essayer de cadrer, de répondre à cette question. Alors, on a fonctionné largement à partir, comme on le verra, à partir d'enquêtes empiriques, parce qu'il se trouve que Eric et moi, on était en train de travailler à San Francisco, essentiellement sur le monde de la presse et le monde du quantified self, et c'est là qu'on est tombé sur cette communauté des data scientists, sa structuration, et donc ça a été pour nous un enjeu important de notre enquête. Et on couplera ça, ce volet empirique à San Francisco en 2012, à tout un ensemble d'analyses exploratoires basées surtout sur le logiciel R. Voilà, et on commencera, je vais laisser la parole à Eric, pour parler d'abord de l'histoire, de la généalogie des data science. Donc plus exactement, une petite généalogie extrêmement modeste, mais qui vise à recadrer quelques petites choses, qui est que ce terme, cette expression data science n'émerge pas qu'avec les deux professionnels qui étaient cités juste avant par Sylvain. C'est l'idée que tout cela émerge aussi quand même à la confluence de deux traditions qui imposent de faire une distinction peut-être un peu caricaturale, mais qui est quand même d'une part celle de la statistique et de l'analyse de données. Pourquoi distinguer l'idée d'une analyse quantitative de données? C'est que cette expression met l'accent sur des familles de méthodes, multidimensionnelles notamment, sur la production de représentations graphiques, l'élaboration de descriptions et de synthèses. L'idée, c'est que du point de vue de l'enseignement un petit peu de l'analyse multidimensionnelle, ça correspond au fait de favoriser la présentation des principes, des logiques, des intérêts et aussi des limites des outils statistiques, au détriment en fait des aspects mathématiques et calculatoires. Donc en cela, c'est une perspective qui rejoint bien celle que l'on connaît dans des enseignements de sciences sociales, par exemple, où l'aspect calculatoire des statistiques devient secondaire. Donc, telle qu'elle, elle est présentée dans un grand nombre de travaux par un nombre considérable de chercheurs. Pour en choisir un signe, on a choisi de s'intéresser aux travaux de John Tukey, qui est un acteur particulièrement important avec d'autres, de ses réflexions qui associent statistique et du coup aussi informatique à partir des années 1950 et 1960 dans cette Peaceful Collision of Computing and Statistics. L'intérêt de cette figure aussi de Tukey, elle est intéressante à deux titres au moins, du fait notamment de son appartenance à la fois à Princeton et au Bell Labs. C'est d'une part la thématisation avec d'autres encore d'une approche dite Exploratory Data Analysis, et donc cette idée de promouvoir une analyse de données exploratoire pour encourager tout simplement des statisticiens à explorer les données, à formuler des hypothèses qui pourraient mener à collecter de nouvelles données et à reproduire de nouvelles expérimentations sur ces données. De ce point de vue-là, cette analyse de données exploratoires est sensiblement différente d'un autre ensemble de travaux qui partirait beaucoup plus de l'idée de formuler des hypothèses solides dès le départ pour aboutir à la construction de modèles finalisés extrêmement, d'une certaine manière, d'une manière plus linéaire, et là peut-être de donner plus de place, de temps à l'exploration des corrélations. Le deuxième élément tout à fait intéressant, c'est son rôle et le rôle auprès de ses collègues au sein des Bell Labs dans le développement d'un langage de programmation statistique qui est le langage S, qui est une des origines majeures en fait, pour le langage de programmation R dont nous parlerons tout à l'heure. Donc, ces individus constatent qu'il n'y a pas que des statisticiens, mais aussi de plus en plus déjà à l'époque, dans les années 70, d'analystes de données issus d'autres formations. Et pour eux, ils constataient un petit peu cet aplanissement, ce dérèglement un petit peu des frontières entre qui est et qui n'est pas un statisticien, pour le dire vite. John Chambers, qui cite Tukey, est l'un des développeurs du langage S au sein des Bell Labs à partir du milieu des années 70, qui sera à la fois commercialisé sous le nom S+, et puis deviendra R au milieu des années 90 par deux chercheurs de l'université néo-zélandaise d'Auckland et qui va devenir extrêmement diffusé. Je ne reviens pas sur des éléments de cette histoire. Dans cette même tradition, en 2001, William Cleveland, lui aussi des Bell Labs et toujours nommé chercheur en statistique, publie ce papier qui fixe un agenda, un plan d'action pour ces sciences de données avec l'idée d'une extension un petit peu d'un ensemble de principes et de méthodes d'analyse. Il les définit notamment dans un sens, dans une portée, qui est l'idée que ces façons de faire devraient pouvoir ouvrir à des processus d'analyse beaucoup plus collaboratifs entre des acteurs beaucoup plus divers en fait, au sein sur ces questions d'analyse. Donc ce serait tout ça un petit peu qui pourrait être, si on va vraiment à grands traits,
des indicateurs de ce que deviennent les data science. Si on prend une présentation beaucoup plus contemporaine, on peut par exemple s'arrêter sur celle-ci dans un manuel O'Reilly intitulé Doing Data Science, qui nous a semblé intéressante. C'est précisément parce que c'est l'articulation d'un ensemble de pratiques, de préoccupations et aussi d'orientation de production de résultats et de services. C'est à la fois l'idée que des données sont collectables puis rendues traitables et analysables. C'est à la fois aussi l'idée que l'analyse exploratoire des données prime, un peu tous azimuts, rappelant un principe qui nous est souvent donné par des data scientists, qui est un peu l'idée du tout est bon, Feyerabendien, qui pour eux marche à plein. Et à ce titre, les visualisations participent largement de l'exploration, autant, si ce n'est plus, que de la communication de résultats et d'effets de démonstration. Donc tout ceci rejoint aussi des formes d'analyse qui mobilisent bien sûr des modèles statistiques, des algorithmes et centralement, on y reviendra, le machine learning. Ici, on insiste vraiment sur cette idée centrale, un peu plus nouvelle peut-être, que ces data products sont au cœur du travail qui est accompli par ces acteurs, au carrefour d'une dimension du coup industrielle et servicielle. Donc je repasse la parole à Sylvain, qui va essayer de voir un peu dans cette seconde partie. On a pu développer un petit peu l'idée des étapes d'un travail sur et avec les données. Si on s'accorde pour dire que ce schéma n'est pas trop simpliste, on peut néanmoins s'étonner qu'il puisse correspondre à une diversité aussi considérable de mondes sociaux, d'activités que ceux qu'on va voir, avec deux exemples très, très différents, très contrastés, le journalisme et puis la quantification de soi. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est donc en enquêtant à San Francisco à l'été 2012 que finalement on est tombé sur ces data science, sur ces communautés. Donc au départ, nos terrains étaient la presse et puis le quantified self. Et en fait, ce qui nous a donné la possibilité en fait, de comprendre de quelle manière ces data scientists entraient en relation avec des mondes qui leur étaient largement extérieurs, et finalement d'essayer de pointer tout un ensemble d'éléments qui sont importants dans cette rencontre, c'est-à-dire autour de quelles propositions cette rencontre se fait-elle, autour de quels artefacts, dans quels espaces ces interactions ont lieu, et éventuellement autour de quelles épreuves, évidemment, se nouent ces relations. Alors commençons par le cas de la presse, où finalement, quand on résume un peu les choses, on a le monde du journalisme qui est relativement constitué, et ce monde des data science qu'on a pu observer à cette époque-là. Alors, quand on regarde l'intersection entre ces deux mondes, en fait, il est déjà relativement peuplé, en fait, au moment où on fait notre enquête. Il est peuplé par déjà les grandes entreprises du web, puisque Twitter, Facebook, Google sont eux-mêmes des acteurs déjà tout à fait importants dans le monde de l'information, et ont des data scientists, embauchent des data scientists. On a tout un ensemble de conférences, ce qu'on appelle aussi des rencontres plus informelles, les meetups, qui jouent un rôle très important en permettant les rencontres entre les deux mondes. Et puis, finalement, les relations se nouent autour de projets assez concrets, et puis de communautés aussi d'échanges et d'expériences via Twitter. Alors je voudrais simplement prendre maintenant deux trajectoires d'individus dans le cas de la presse, qui vont dans les deux sens. Le premier ira des data science vers la presse, vers le journalisme, et puis le second du journalisme vers les data science. Alors, le premier acteur, c'est un acteur qui s'appelle donc Bradford Cross, qui est un parcours intéressant puisqu'il commence par des études d'ingénierie informatique avec une mineure en finance. Donc il avait une idée derrière la tête déjà à cette époque-là, et devient concepteur d'algorithmes de trading dans un fonds de pension, donc pendant 4 ans, entre 2002 et 2006. Puis, après cette expérience de conception d'algorithmes de finance, de trading, il en vient ensuite à développer des projets d'infrastructure. Donc là, on peut penser aussi des projets d'infrastructure qui gèrent, capables de gérer de grands volumes de données. En 2009, il quitte ce monde-là, pour lancer sa première start-up, qui serait un succès, qui s'appelle Flightcaster, qui est typiquement ce qu'on peut appeler un data product, c'est-à-dire une application qui est encore aujourd'hui tout à fait utilisable, mais seulement sur le sol américain, qui permet de prédire les retards d'avion à partir d'algorithmes en machine learning qui vont traiter évidemment un volume considérable de données concernant évidemment la météo et à peu près 10 années
concernant les vols domestiques aériens aux États-Unis. Donc, voilà. Donc, qui traite un ensemble de données très importantes et prédit ces retards. Et là où c'est intéressant pour nous, et on finit par rencontrer, évidemment, sinon on ne l'aurait pas rencontré, hein, cet acteur-là, c'est qu'en 2010, il revend, en fait, en décembre 2010, il revend son application Flightcaster, et voilà, avec pas mal d'argent, il décide de se lancer cette fois-ci dans le monde de la presse, avec un projet qui s'appelle Prismatic, et qui est en fait un service d'information personnalisée. Hein, que vous pouvez d'ailleurs tous télécharger sur vos smartphones si ça vous intéresse. En fait, le principe, là encore, c'est un service en ligne, une application, qui va offrir donc un ensemble d'informations personnalisées en mettant en forme et en renvoyant à l'utilisateur tout un ensemble d'articles qui ont déjà été publiés en ligne et qui sont susceptibles de l'intéresser. La promesse, c'est de lui fournir au consommateur tout un ensemble d'articles qui l'intéresseront, et qui l'intéresseront particulièrement. Alors, ça repose sur le traitement de données textuelles, par définition au départ non structurées, hein, tous ces articles évidemment, des données qui viennent des réseaux sociaux et des données d'utilisateurs qui renvoient évidemment est-ce que vous avez aimé l'article qu'on vous a proposé, est-ce que vous l'avez tout de suite écarté, etc. Alors, au plan technique, en fait, ce projet, on le voit, reprend tout un ensemble d'éléments du projet précédent, notamment les infrastructures de gestion de bases de données, hein, puisqu'on a là encore des grands volumes de données, on retrouve à peu près la même chose. Les algorithmes de machine learning sont aussi assez proches de son projet précédent Flightcaster, puisque là, cette fois-ci, il va s'agir d'attribuer des probabilités concernant l'intérêt que le consommateur va prêter à tel ou tel article qu'on lui renvoie. Mais Prismatic représente en même temps une nouveauté et aussi un défi technique pour Bradford Cross et ses collaborateurs, c'est que cette fois-ci, on a de gros volumes de données, de corpus textuels, évidemment qui présentent tout un ensemble d'obstacles techniques parce que ce sont des données au départ non structurées. Et donc ils vont développer tout un ensemble d'algorithmes liés au traitement de langage naturel. Alors, ce qui est intéressant chez Bradford Cross, c'est qu'il mène un travail d'intéressement, assez classiquement. Au départ, il le reconnaît lui-même, il dit, voilà, aucune des personnes qui collaborent à ce projet n'ont de contact préalable avec le monde de la presse. Mais ils vont dire quelque chose, ils vont dire la chose suivante à l'égard des éditeurs de presse. Ils vont dire, voilà, le moteur de recherche, les réseaux sociaux ont fait beaucoup de tort à la presse. Nous, ce qu'on vous propose, c'est des algorithmes qui sont plus sensibles au contenu et à la qualité du contenu des articles. Notamment, pour prendre un exemple, plutôt que de mettre en avant les articles qui vont être les articles les plus populaires et les plus consultés, on va vous donner l'article qui est le premier article identifié qui a parlé, par exemple, d'une question en particulier. Donc, autrement dit, on respecte ce qu'un journaliste, classiquement, valorise, qui est le scoop. Vis-à-vis des consommateurs, il y a aussi tout un travail d'intéressement lié au fait que, voilà, c'est assez transversal, c'est, voilà, moi je fais du machine learning, nous dit-il, pour résoudre des problèmes de consommation. Donc ça, c'est évidemment très, très transversal. Là, l'idée, c'est que, voilà, son idée, c'est de dire, quand on lit la presse, un journal papier classiquement, on est surpris par son journal. Voilà. Or, quand on essaye de passer par des applications qui offrent une information très personnalisée, souvent on est beaucoup moins surpris. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser ces algorithmes de machine learning pour réinventer une surprise qui intéresse le consommateur d'information. Voilà. Deuxième exemple, cette fois-ci le mouvement inverse, quelqu'un qui est dans le journalisme, qui s'intéresse au data science, qui fait ce mouvement vers les data science. C'est Chase Davis qui est au départ, qui fait ses études dans le Missouri, études de journalisme, et qui a pour particularité, très tôt dans son cursus, d'être formé aux statistiques et à l'informatique dans le cadre d'une tradition américaine qui s'appelle le Computer Assisted Reporting. Donc il devient journaliste d'investigation, mais avec des compétences informatiques et de programmation. Et il mêle déjà les deux, si bien qu'en 2009, il fonde une société de conseil en applications interactives. Donc il propose ses services aux médias. Ensuite, on le rencontre au moment où il est responsable de la technologie au sein du Center for Investigative Reporting à San Francisco et à Berkeley. Et il nous dit clairement que son job consiste à essayer de faire des liens avec
communauté de data scientists vraiment qui est très vivante dans la région. Et donc lui va immédiatement dire, voilà, c'est vraiment notre boulot, c'est vraiment mon boulot, c'est vraiment de connecter avec ce monde des data science. Et donc, à la fois de prendre contact, de faire des interventions communes, de les ramener dans la rédaction, etc., mais aussi de concevoir tout un ensemble de projets dans lesquels qui seraient susceptibles de les intéresser, ces data scientists, et qu'on pourrait embarquer dans des projets. Voilà. Là, par exemple, un des projets qui reposait sur des algorithmes assez simples, un machine learning, mais assez simple, qui concernait les donations, les contributions financières en Californie des hommes politiques. Et l'idée, c'était, on a plein de données, on a plein de contributions financières, comment réussir à identifier ce qui va être journalistiquement intéressant comme type de contribution. Et donc, on a ces formes de calcul qui vont permettre de faire remonter tout un ensemble de contributions particulièrement importantes d'un point de vue journalistique. Voilà. Et donc l'idée, on retrouve l'idée qu'on avait tout à l'heure, hein, d'accent sur la sérendipité, l'accent sur l'analyse exploratoire des données. Hein. Il nous dit que très clairement, les data science vont être intéressantes pour le journaliste parce que ça permet justement de concevoir tout un ensemble d'articles, tout un ensemble de contenus d'information plus émergents, d'une manière plus inductive, sans faire d'hypothèses aussi fortes au départ. Et aussi de régler des problèmes directement, des problèmes de consommation liés à la satisfaction du consommateur d'informations. On retrouve des types d'acteurs un petit peu similaires dans cet autre terrain, localisé tout comme le précédent en Californie, autour de ces idées de self-tracking, de quantified self. Alors de quoi il s'agit, hein? Quantified self, avec la majuscule, désigne un groupe, un mouvement intéressé à promouvoir l'idée de connaissance de soi par des chiffres, en fait. Hein. Et c'est l'idée de mesurer par des objets qui vont être, je sais pas, un bracelet connecté, un capteur que l'on porte sur soi, ou son téléphone mobile, un ensemble d'activités, et quelque part, du coup, les données sont en amont, on pourrait dire des traces d'activités, notamment physiques, corporelles, qu'on va analyser pour accéder à une autre connaissance de soi par ces chiffres. On parle aussi d'automesure de soi, l'automesure étant réalisée par un objet technologique de façon volontaire, hein, et de façon avec cette idée de plus ou moins automatique. On parle aussi de personal analytics. Dans ce cas-là, il s'agit moins d'un monde qui conquiert un autre que d'une co-construction, hein, d'un monde qui est en train d'émerger. Alors je vais passer très vite sur ces exemples. Un exemple anonymisé, en fait, parce qu'il y a j'ai toujours encore un embargo sur les entretiens dans cette société. Ça répète un petit peu ce qu'a dit Sylvain, hein, dans l'idée qu'on a à la fois un ensemble d'acteurs dans ces sociétés qui sont tous intéressés aux données, à la fois du côté des ingénieurs, du côté du hardware, des gens qui travaillent les firmware de ces objets pour faire qu'on interprète en fait un ensemble des signaux, puis la question de savoir comment une équipe de data scientists à la fois suit la recherche sur un ensemble de données, par exemple corporelles, fait de l'analyse statistique, et puis comment on redonne ces données aux usagers, utilisateurs de ces dispositifs. Donc en fait, ça irrigue complètement l'ensemble de ces services, et tout ça s'avère particulièrement délicat, à tel point, par exemple, que lorsque j'avais rencontré ces acteurs, à ce moment-là, il y a 2 ans, ils ne pensaient pas, par exemple, que leur outil aurait pu permettre de faire de l'analyse de quelque chose qui devenait important pour ces objets connectés, qui était l'analyse du sommeil, avec l'idée qu'à partir de l'interprétation des mouvements, on pourrait inférer un ensemble de choses sur est-ce que dans cette nuit, vous avez plutôt passé tant de temps à faire en sommeil profond, en sommeil léger, des choses de ce type-là. Et là, la question était non pas de dire est-ce que le capteur fonctionne, mais est-ce qu'on peut construire sur des modèles de données tels qu'à partir du capteur dont on a équipé les gens, on puisse leur fournir des informations qui seront pertinentes sur leur sommeil. Il a fallu 2 ans pour pouvoir développer une telle solution. Donc là, ce qui est intéressant, c'est cette idée que c'est de faire des choses inductives en partant moins d'hypothèses, avec une approche assez holistique autour de ces biocapteurs, et l'idée que est-ce qu'on s'intéresse à l'activité physique, au sommeil, mais aussi à l'alimentation, sachant que si on dort mieux, c'est peut-être pas parce qu'on marche plus, mais peut-être que l'alimentation a à voir avec, et jusqu'où on va étendre ces choses-là en fonction des données qui sont générées par le dispositif. Voilà pour ce service. Cette démarche, elle est encore dédoublée si on prend le travail de Bo Gunderson, qui passe un petit peu de start-up en start-up et sur des projets personnels autour de ces démarches de quantification de soi, avec une idée qui est double.
La première, j'en reviens pas plus sur son parcours, c'est l'idée à gauche, la question, c'est qu'il faut sortir de ces dispositifs un petit peu comme des boîtes noires fermées et qu'il faut du coup pouvoir faire de la réanalyse de données en fusionnant les données. Par exemple, les données d'une boîte comme Zeo pour l'analyse de sommeil, et puis d'une autre société comme Weezings avec cette idée d'analyser les relations entre le fait de dormir plus ou moins et le fait de maigrir plus ou moins, et encore de marcher plus ou moins. La promesse pour lui étant aussi de construire des connaissances qui ne s'intéressent pas qu'à un individu pour lequel on propose un service nouveau en apparence, mais c'est aussi de pouvoir faire de l'analyse qui monte en généralité au-delà, je dirais, des cas singuliers individuels, ce qu'il appelle un peu community data, avec l'idée d'étudier des variations locales, régionales, voire à l'échelle fédérale, et de mettre en évidence des inégalités. Son implication un petit peu sur ce type de projet et son investissement peut aussi se mesurer sur un autre type d'enjeux, qui sont des données un peu moins bottom-up et plus top-down, qui sont ceux de la réanalyse, notamment autour de la mise à disposition des données génétiques, avec l'analyse de données génétiques de sociétés telles que 23andMe, où voilà, on peut avoir des données, et la question c'est quel nouveau modèle d'analyse on peut avoir pour connaître par exemple le risque de développer telle ou telle maladie à l'avenir, sur la base de ces modèles prédictifs. Donc, j'en dis pas plus, on retrouve l'idée un peu d'articuler des projets, d'articuler des connaissances des individus et des technologies, et je laisse Sylvain dire un mot de notre troisième partie. Voilà, en fait, on le comprend bien, oui, très rapidement. En fait, il s'agit donc si on veut décrire un peu rapidement ces data science, ce monde des data science, c'est un assemblage de savoirs, d'individus et de technologies. Et du coup, ce qui nous a intéressé aussi, c'est ce qui est un défi pour quand même les sciences sociales, c'est d'essayer de comprendre justement l'infrastructure, la dimension vraiment technologique de cette communauté. Alors, d'une manière un peu partielle, parce que ça n'épuise pas du tout le sujet, on a voulu, comme ça, faire une analyse un peu exploratoire de R, hein, qui est donc un des langages informatiques qui occupe une place majeure dans cette communauté des data science, alors qui est quand même très centré sur le monde universitaire, mais qui voilà, connaît un succès très important et qui, en fait, cette citation l'explique, connaît vraiment un succès vraiment important et essaime dans tout un ensemble de mondes très différents les uns des autres. Alors, on a voulu essayer de quantifier un tout petit peu, justement, et de tracer un petit peu quels mondes sociaux sont concernés par l'utilisation de ces logiciels R. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré donc presque les 5578 paquets. Un paquet, c'est-à-dire sont des éléments logiciels, en fait, hein, qui sont souvent destinés à une fonction précise. Et l'ensemble de ces paquets, eh bien, parmi l'ensemble de ces paquets, on a 11% des paquets qui, dans leur descriptif immédiat, font référence à un monde social qui n'est pas ni les statistiques, ni l'informatique. Pas exclusivement, en tout cas. Donc on a essayé simplement de repérer un peu ça pour nous donner un peu une image des mondes sociaux qui sont performés par les data science. Et voilà ce qu'on trouve. On trouve que les mondes qui sont massivement concernés par R et par les data science, c'est le monde de la génétique, hein, bioinformatique, biologie, chimie, biochimie, santé, médecine, climat, environnement. On retrouve évidemment le monde du marketing et de la finance, qui est aussi très important, le monde des services web et mobiles, et puis tout un ensemble de mondes émergents qu'on voit apparaître dans la dénomination de ces paquets, et qui sont assez surprenants parfois, hein. Ce qu'on appelle les forensic science, hein, les sciences médico-légales, l'analyse du crime, la logistique, les transports, le sport, l'agriculture, les neurosciences, la physique, l'astronomie, la politique et l'open government. Bref, tout un ensemble de mondes qui apparaissent quand même concernés par ce logiciel et ces paquets. Voilà, donc rapidement, peut-être, ce qu'on trouve, hein, c'est, voilà, tous ces paquets s'organisent de cette manière-là. Hein. Par exemple, vous avez cette personne qui a déposé ce paquet-là, qui s'appelle Rainfreck, qui est simplement un ensemble logiciel qui concerne en fait les données de pluie, la fréquence des pluies par rapport au territoire. Et celui qui se présente comme un data scientist, ou en tout cas comme un scientist et modélisateur, dans une compagnie privée en fait d'évaluation du risque.
propose ça d'une manière ouverte, sur R, et finalement, ce qu'on voit, c'est à quel point ça permet d'articuler tout un ensemble de mondes sociaux différents, puisqu'il parle aussi de planification environnementale, de construction d'ouvrages, et évidemment de la question de l'assurance et de l'évaluation des risques dans ce domaine-là. Voilà. On avait tout simplement, mais je vais passer extrêmement vite, du coup décliné ce type d'analyse sur une autre plateforme qui est centrale dans cet univers et dans l'univers de la programmation en général, qui est la plateforme GitHub, en faisant une analyse des 200 projets dédiés explicitement à R et de ce qu'on peut faire ressortir de plus de ce qui a été déjà dit par Sylvain. C'est à la fois cette variété thématique et disciplinaire considérable, et puis c'est notamment cette centralité des projets de formation et d'auto-formation. C'est-à-dire qu'en fait, sur GitHub, on apprend à faire d'une certaine manière et à développer de nouveaux outils du code pour les data science. Dernier élément qui n'est pas exclusivement d'une certaine manière visible en ligne et qui vise à articuler ces mondes sociaux autour de rencontres qui s'organisent généralement après le travail des individus. C'est le rôle aussi de cette plateforme meetup.com qui organise en soirée des rencontres. Alors on a mis le groupe Meetup Data Science, la photo à droite c'est celle du groupe du Quantified Self, où on trouve tous les data scientists dont on a parlé dans la présentation. Et on en a d'autres, et on verrait bien sûr réémerger des mots tels que data analytics, big data analytics, mais comme des mots valises un petit peu de présentation de façade plus élargie à des publics plus larges, des enjeux des data science. Alors du coup, pour finir sur les points de conclusion qui nous semblaient importants, là, le premier d'entre eux, c'est que on a souhaité montrer que l'extension des data science à des mondes sociaux hétérogènes prend appui à la fois sur des individus, sur des technologies et sur des infrastructures web, mais qui permettent d'organiser la circulation et les rencontres entre des mondes sociaux hétérogènes. Notre objectif en faisant cela, c'est notre deuxième point, c'est que le but n'était pas de remplacer un terme par un autre en substituant big data, data science, mais plutôt de montrer l'intérêt qu'il y a du point de vue des sciences sociales, à analyser cet assemblage de savoirs, d'individus et de technologies, et d'examiner à quelles conditions tout cela peut s'étendre à de nouveaux mondes sociaux. Notre troisième point, c'est de revenir sur la critique généralement émise par les sciences sociales à l'encontre du big data, en ce qu'elle met souvent l'accent sur cette question du néopositivisme des données. Or, il nous semble que l'analyse des data science nous montre à quel point cette critique est susceptible d'être désajustée. Il nous semble, dans nos enquêtes, qu'on y défend souvent une démarche exploratoire assez ouverte précisément aux épistémologies qui ont cours dans les mondes sociaux concernés. Et il nous semble que c'est là une des raisons du succès de ces data science et de l'étiquette professionnelle qui l'accompagne, qui va avec le fait de ne pas défendre un schéma standardisé. Et enfin, du coup, il nous semble également utile de saisir de quelle manière des accords locaux sont susceptibles d'être élaborés toujours localement et d'analyser et de continuer de le faire autour de quelles épreuves et de quelles controverses tout cela s'opère. Merci.